La moquerie traversa l'air avant l'aube au centre de guerre spécial naval comme une lame. 180 paires d'yeux se fixèrent sur la seule stagiaire femme debout en formation à 5h30. Le lieutenant Mara Sullivan se tenait au garde-à-vous rigide, le froid matinal californien ne faisant rien pour refroidir la chaleur du regard scrutateur qui brûlait sa peau. Sur son avant-bras droit, clairement visible sous la manche roulée de sa chemise de combat, un tatouage d'araignée veuve noire marquait sa chair. Une araignée! La voix du sergent Kyle Drake porta à travers le terrain d'entraînement avec un volume délibéré conçu pour une humiliation maximale. C'est l'entraînement des cils. Pas une fête sur la plage. Ma chérie, qu'est-ce qui vient ensuite? Des papillons sur ta cheville. Le rire éclata de la formation. Sac, cruel. Du genre qui arrache la dignité couche par couche. Les yeux de Mara restèrent fixés devant elle, son expression taillée dans la pierre. Pas de tressaillement, pas de réaction, juste la montée et la descente régulière de sa poitrine en rythme respiratoire parfait. Je parie qu'elle l'a fait pendant les vacances de printemps, murmura quelqu'un de l'arrière des rangs. Elle pensait que ça la ferait paraître dure pour les recruteurs. Le lieutenant Jessica Thorne, la seule autre femme présente et assistante instructrice, qui avait gagné son trident 2 ans auparavant, secoua la tête avec un dédain visible. Elle avait lutté trop dur pour se tailler une place ici pour tolérer une autre femme qui pourrait diluer son accomplissement. La compétition n'était pas la bienvenue. La solidarité était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'instructeur Brian Walsh s'approcha de pas mesurés, ses yeux se plissant alors qu'il examinait le tatouage de plus près. Le dessin était complexe. Trop complexe. L'encre noire formait des motifs géométriques autour du corps de l'araignée, des coordonnées à peine visibles dans la toile. Il se redressa, la suspicion traversant ses traits burinés. Sullivan. La voix de Walsh portait l'autorité gagnée à travers 2 décennies d'opérations de combat. Ce marquage a-t-il une signification spéciale? Le regard de Mara se tourna pour rencontrer le sien, direct, sans fléchir. Oui, monsieur. Il en a une. Souhaitez-vous élaborer? Non. Monsieur. Le silence qui suivit sembla plus lourd que le sac de 27 kilogrammes que chaque stagiaire portait. Puis le rire de Drake le brisa, déclenchant une autre vague de moquerie qui roula à travers le personnel assemblé, comme le tonnerre. Il supposait que le mystère ne signifiait rien. Il pensait que le silence indiquait une faiblesse. Il voyait une femme essayant trop fort d'appartenir à une fraternité bâtie sur le sang, et la fraternité. Il n'avait aucune idée que dans les 20 prochaines minutes, tout ce qu'il croyait sur la personne debout devant eux se briserait comme du verre sous un marteau. Walsh maintint le regard de Mara pendant 3 secondes de plus, cherchant des fissures dans sa composure. N'en trouvant aucune, il se tourna avec un geste dédaigneux. En formation pour l'entraînement physique matinal, course de 8 kilomètres. Sullivan, vous êtes en tête. Voyons si cette encre peut suivre le rythme. La formation se déplaça avec une efficacité pratiquée, les bottes frappant le pavé en rythme synchronisé, alors qu'il se dirigeait vers la ligne de départ. Mara prit sa position à l'avant. Consciente que Drake se positionnait directement derrière elle, son souffle toucha la nuque d'elle quand il se pencha assez près pour que seule elle puisse entendre. « Je vais aimer te regarder craquer », murmura-t-il. « Elle craque toujours. Toujours. » Elle ne dit rien. Les mots étaient des munitions mieux gardées en réserve. La course commença sous un ciel passant du noir au violet profond, les étoiles s'estompant alors que l'horizon du Pacifique menaçait le lever du soleil. Mara adopta un rythme qui semblait soutenable. Pas rapide, pas lent, juste régulier. Sa respiration resta contrôlée. Sa foulée économique. Derrière elle, le groupe s'étira dans le premier kilomètre, certains poussant trop fort trop tôt, d'autres reculant pour conserver de l'énergie. Au deuxième kilomètre, elle avait distancé 60% des stagiaires masculins sans sembler augmenter l'effort. Ses jambes bougeaient comme des pistons, mécaniques et efficaces. Pas de mouvement gaspillé, pas de tension visible. Le maître-chef Tom Harrison,
observant d'un point de contrôle. Nota sur son clipboard. Intéressant. La plupart des candidats montraient des marqueurs de fatigue à ce stade et Sullivan semblait s'échauffer. Le 3e kilomètre amena Drake à ses côtés, sa respiration plus lourde que la sienne, malgré sa plus grande taille et sa supposée condition supérieure. Il augmenta son rythme. Elle le suivit. Il poussa plus fort. Elle resta avec lui, son expression ne changeant jamais, sa respiration jamais haletante. La frustration traversa son visage avant qu'il ne recule. Incapable de maintenir la vitesse insoutenable qu'il avait choisie, elle termina dans les 15% supérieurs. Pas première. Cela attirerait trop l'attention, mais assez forte pour faire valoir un point sans faire de déclaration. Drake franchit la ligne d'arrivée 30 secondes plus tard, la sueur coulant sur son visage. Il se pencha, mains sur les genoux, avalant l'air. Quand il se redressa, son expression avait passé de la confiance à quelque chose de plus sombre. Début de chance, annonça-t-il à quiconque écoutait. Voyons comment elle gère les vraies choses. Les vraies choses se matérialisèrent après une période de récupération de 10 minutes. Walsh rassembla l'unité au parcours d'obstacles. Une configuration brutale de murs, de cordes et de barrières conçues pour briser les corps et les esprits en égale mesure. Le protocole standard exigeait une complétion en moins de 12 minutes, avec une charge de combat complète. Drake avait d'autres idées. Sullivan, appela-t-il, sa voix portant à travers les stagiaires assemblés. Puisque vous êtes si impatiente de vous prouver, rendons cela intéressant. 27 kilos dans votre sac au lieu de 14. Montrez-nous ce que ce tatouage d'araignée signifie vraiment. Avant de continuer avec ce qui se passe ensuite, si cette histoire de guerriers cachés et de héros sous-estimés vous touche, appuyez sur ce bouton. J'aime. Maintenant, cette chaîne vous apporte des histoires réelles de courage extraordinaire cachées en pleine vue. Des histoires que les médias grand public ne vous raconteront pas. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer ces récits puissants. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant d'où vous regardez aujourd'hui. Construisons une communauté de personnes qui reconnaissent que la vraie force ne s'annonce pas toujours. Mara accepta le poids supplémentaire sans protester. Les 14 kilos supplémentaires se posèrent sur ses épaules comme un fardeau familier. Elle ajusta les sangles avec des mouvements suggérant une mémoire musculaire plutôt qu'un apprentissage. Petit détail. Personne ne le remarqua. Le parcours commença par un mur de 3. Ça va mieux être. Elle le frappa à vitesse. Utilisant l'élan et la technique plutôt que la force pure pour sauter par-dessus, l'escalade de cordes suivit, 18 mètres de chanvre tressé qui brûlaient les paumes et testaient la force de préhension. Ses mains bougeaient dans un motif trop fluide pour quelqu'un supposément nouveau à cela. Enrouler, verrouiller, tirer, enrouler, verrouiller, tirer. Efficace. Pratiquer. Le caporal Ryan Jensen observa de la ligne de touche avec des yeux calculateurs. Il avait été assigné à surveiller l'équipement, une tâche banale qui convenait à son vrai but. Quand Mara passa à l'obstacle suivant, il s'approcha de son sac d'équipement avec une indifférence décontractée, la main tendue vers la bouteille d'eau. Un petit ajustement, une contamination mineure, rien d'immédiatement dangereux, mais assez pour causer des problèmes pendant la chaleur de l'après-midi. Laisse ça tranquille. La voix vint de derrière lui. Le caporal est Matorès. Bras croisés. Expression neutre. Quoi que tu planifies, ne le fais pas. Jensen se redressa. Toute innocence. Je vérifiais juste l'équipement pour m'assurer que tout est sécurisé. Bien sûr que tu l'étais. Torres ne bougea pas. Ne rompit pas le contact visuel. Souviens-toi juste que les actions ont des conséquences. De retour sur le parcours, Mara franchit l'obstacle final, son temps enregistré à 11 minutes 42 secondes. Dans les 20% supérieurs, avec le double du poids, Walsh vérifia son chronomètre 2 fois, certain d'avoir mal lu les chiffres. Le lieutenant Marcus Bell, observant de la tour de commandement, prit ses propres notes. Quelque chose ne collait pas.
Sullivan bougeait comme quelqu'un avec une formation extensive, pas un apprentissage livresque, une expérience de terrain. L'après-midi apporta la qualification aux armes. L'armurerie sentait l'huile de fusil et la possibilité. Des rangées de carabines M4 bordèrent les murs, chacune maintenue selon des spécifications exactes. Welch décida de tester les connaissances revendiquées de Sullivan en armes avec quelque chose au-delà du curriculum standard. Sullivan, au centre. Il tendit un magasin M4. Chambre vide. Vous avez dit avoir étudié le manuel? Démontez cette arme au champ? Vous avez 2 minutes? Mara prit le fusil, ses mains trouvant les contours familiers sans hésitation. Appuyez, relâchez, glissez. Le récepteur supérieur se sépara du inférieur. Le groupe de culasse émergea avec une facilité pratiquée. Broche de tir, extracteur, anneau de gaz. Chaque composant disposé en ordre parfait sur la table devant elle. Welch jeta un œil à son chronomètre. 47 secondes. Rapide. Trop rapide pour quelqu'un travaillant uniquement à partir de connaissances livresques. Maintenant. Faites-le les yeux bandés. Des murmures traversèrent les stagiaires observateurs. Ce n'était pas le protocole standard. C'était de la frime. Préparer quelqu'un à un échec public. Mara accepta le bandeau sans commentaire. Ses doigts tracèrent les composants démontés, les lisant comme du braille. Le remontage commença. Clic. Snap. Glisser. Chaque son précis, chaque mouvement confiant. L'arme se remonta comme si elle se remontait elle-même. Elle retira le bandeau. 49 secondes. La mâchoire de Welch se serra presque imperceptiblement. L'expression de Thorne passa de l'anticipation smug à quelque chose de plus proche de l'inquiétude. Drake semblait prêt à lancer quelque chose. Coup de chance, parvint Welch. Bien que son ton manquât de conviction, voyons si vous pouvez gérer quelque chose que vous n'avez pas mémorisé d'un manuel. Démonter une MS-49 SAO. Pas de bandeau cette fois, mais je parie que vous n'en avez jamais touché une. La M249 Squad Automatic Weapon était sur la table suivante. Significativement plus complexe que la M4. Plus de composants, systèmes d'opération différents, nécessitant une formation spécialisée que les recrues standards ne reçoivent pas avant plus tard dans leur carrière. Mara s'approcha avec le même calme qu'elle avait montré toute la matinée. Ses mains bougèrent sur l'arme avec une familiarité qui aurait dû être impossible. Régulateur de gaz dévissé, canon relâché, assemblage de culasses extrait, mécanisme de plateau d'alimentation désengagé. 43 secondes d'efficacité pratiquée, qui suggérait des centaines de répétitions plutôt qu'une première exposition. Quand elle la remonta en 45 secondes, Welch ne dit rien. Il se tourna simplement et s'éloigna, incapable de réconcilier ce qu'il avait vu avec ce qu'il savait des pipelines d'entraînement standard. Thorne saisit le moment de silence pour semer des graines de doute. Elle se déplaça à travers les stagiaires dispersés avec détermination, voix basse mais audible. Quelqu'un a dû la coacher auparavant? Pas possible qu'elle ait appris ça en base. Probablement reçu un traitement spécial. Quota de diversité et tout ça. La rumeur prit racine rapidement. Les murmures se répandirent. Les doutes se multiplièrent. Au repas du soir, la moitié de l'unité croyait que Sullivan avait reçu une assistance non autorisée. L'autre moitié restait incertaine, mais suspicieuse. Seule une poignée, comme le maître-chef Harrison et le lieutenant Bell, gardèrent leur jugement en réserve. Le capitaine David Morris observa tout cela de la fenêtre de son bureau surplombant les terrains d'entraînement. 28 ans de service lui avaient appris à faire confiance à ses instincts, et ses instincts criaient que quelque chose clochait dans toute cette situation. L'intégration des femmes dans les équipes SEAL restait controversée. La pression politique d'en haut rencontrait la résistance d'en bas. Sullivan représentait tout ce qu'il croyait qui compromettrait l'efficacité de l'unité. Une femme calme, apparemment compétente, mais non prouvée dans des conditions de combat réelles. Il prit une décision. Si Sullivan voulait jouer dans les grandes ligues, elle affronterait les standards des grandes ligues. Pas d'accommodement?
pas de seconde chance. Elle réussirait sur le mérite ou échouerait en essayant, de préférence cette dernière. Un échec validerait ses préoccupations et mettrait fin à cette expérience sociale avant qu'elle ne corrompe davantage le programme. Ce soir-là, après que l'unité eut sécurisé son équipement et se soit dirigée vers la cantine, Mara resta derrière sur le champ de tir au pistolet. Le soleil peignait le Pacifique en nuances d'orange et d'or. Des mouettes criaient au-dessus. Elle chargea magasin après magasin, pratiquant des rechargements rapides, avec des mouvements fluides, comme de l'eau. Dégainer, visser, tirer, lâcher le magasin, insérer un nouveau, continuer à tirer. Pas de mouvement gaspillé, pas d'hésitation. Des temps qui rendraient jaloux les tireurs de compétition. Le sous-officier Sarah Chen, une marin junior assignée à l'entretien du champ de tir, observa de l'abri d'équipement. On lui avait ordonné de ne pas interagir avec les stagiaires, mais quelque chose dans l'isolement de Sullivan résonnait. Chen savait ce que cela signifiait d'être la seule femme dans un espace dominé par les hommes. Les exclusions subtiles, les tests constants, le poids de représenter tout un genre à chaque action. Permission de parler. Madame. Chen s'approcha quand Mara posa pour recharger. Mara jeta un œil. Vous n'avez pas besoin de permission? Nous sommes du même rang quand le soleil se couche. Je voulais juste dire. Chen hésita. Ne les laissez pas vous atteindre. Ce qu'ils font, ce n'est pas juste. Ils me testent. La voix de Mara resta neutre. C'est ce que cet endroit fait. Ils testent tout le monde. Pas comme ça. Pas avec autant de venin. Mara rangea son arme de poing. Le test n'est pas ce qu'ils me font. C'est ce que je choisis de faire en réponse. Le suivi de la forme physique de niveau militaire a évolué au-delà du simple comptage de pas. Les systèmes avancés de surveillance biométrique mesurent maintenant la variabilité de la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène et les métriques de récupération qui n'étaient autrefois disponibles que dans les installations athlétiques professionnelles. Ces dispositifs sophistiqués de surveillance de la santé utilisent la même technologie de capteurs développée pour le personnel des opérations spéciales afin de suivre les performances physiques sous des conditions extrêmes. La technologie moderne de la forme physique aide les athlètes quotidiens à s'entraîner plus intelligemment, à récupérer plus vite et à pousser leurs limites en toute sécurité. Apportant des insights de santé de niveau militaire aux applications civiles, le lendemain matin apporta une autre course de 8 kilomètres, mais Drake changea les règles. Sullivan mène encore, mais cette fois, elle fixe le rythme, quel que soit le rythme qu'elle choisit. Toute l'unité le suit. Si quelqu'un tombe en arrière, toute l'unité court 8 kilomètres supplémentaires. Voyons à quel point elle est populaire quand ses décisions affectent tout le monde. Guerre psychologique déguisée en construction d'équipe. Si Mara courait trop vite, elle épuiserait les coureurs plus faibles et gagnerait leur ressentiment. Trop lentement, et elle semblerait abandonner, confirmant les soupçons d'inadéquation. Le piège parfait. Elle choisit un rythme conçu pour pousser sans briser. Un inconfort soutenable. Le genre qui construit la résilience plutôt que de causer des blessures. Kilomètre après kilomètre. Elle maintint le rythme. Certains luttaient, aucun ne décrocha. Au 4e kilomètre, même Drake dut reconnaître l'intelligence de sa sélection de rythme. Au 5e kilomètre, l'unité franchit la ligne d'arrivée ensemble. Un respect réticent scintillant dans quelques yeux. Mais le respect des subordonnés ne signifiait rien si le leadership restait hostile. Cet après-midi-là, le capitaine Maurice tira Mara à part pendant une pause eau. Son expression ne tenait aucune chaleur, aucun encouragement, juste une évaluation froide. Sullivan, je vais être direct. Vous n'avez pas votre place ici? Je recommande votre renvoi du programme. Vous pouvez vous retirer volontairement et maintenir votre dignité ou attendre les papiers formels. À vous de choisir. Mara rencontra son regard sans fléchir. Avec respect, Monsieur, je ne me retire pas. J'ai répondu à chaque standard, dépassé la plupart.
Les standards ne sont pas seulement physiques. Lieutenant, c'est une question d'adaptation, de compatibilité culturelle, de cohésion d'unité. Votre présence crée une friction qui mine l'efficacité. Permission de parler librement. Monsieur. Maurice fit un geste impatient. Accordé. Si ma présence crée une friction, la friction existe à cause de la façon dont les autres choisissent de répondre. Pas à cause de mes actions? J'ai suivi chaque ordre, répondu à chaque exigence. Le problème n'est pas ma performance. C'est la perception que je ne devrais pas être ici indépendamment de la performance. Cette perception existe pour une raison. Vraiment? Monsieur. Ou existe-t-elle parce que le changement fait toujours face à la résistance? Les standards sont les standards. Soit je les respecte, soit non. Tout le reste est du bruit. La mâchoire de Maurice se serra. Votre période d'évaluation se termine dans une semaine. J'avance votre évaluation finale à demain. Ceasefire. Scénario de combat. Simulation de sauvetage d'otages. Vous dirigerez une équipe contre une force d'opposition. Si vous échouez, vous partez. Si vous réussissez. Il pausa. Concentrons-nous sur l'échec. Si vous appréciez cette histoire de quelqu'un prouvant que tout le monde a tort, assurez-vous d'être abonné. Nous téléchargeons des histoires comme celle-ci 3 fois par semaine, des récits de guerriers silencieux, de héros cachés et de personnes qui portent plus de poids que quiconque ne réalise. Appuyez sur cette cloche de notification pour attraper la suivante. Votre soutien maintient ces histoires en cours. Ce soir-là, alors que Mara préparait son équipement pour l'évaluation du lendemain, elle trouva sa gourde vide malgré l'avoir remplie ce matin. Une inspection plus proche révéla une petite perforation près du fond. Sabotage. Pas mortelle, mais conçue pour causer une déshydratation pendant des moments critiques. Elle ne dit rien, se contenta de récupérer une gourde de remplacement et de vérifier minutieusement tout son équipement. Thérèse apparut à sa couchette après l'extinction des feux, voix à peine au-dessus d'un murmure. Jensen a trafiqué vos affaires. Je l'ai vu près de votre sac d'équipement cet après-midi. Je pensais que vous devriez savoir. J'apprécie l'avertissement. Pourquoi ne le rapportez-vous pas? Déposez une plainte. Parce que les plaintes exigent des preuves. Les preuves exigent une enquête. L'enquête crée un drame qui distrait de la mission. Je gère mes propres problèmes. Torres l'étudia dans l'obscurité. Vous n'êtes pas comme les autres, n'est-ce pas? La réponse de Mara vint après une pause assez longue pour être délibérée. Nous sommes tous les mêmes. Quand les balles volent, c'est là que la vérité apparaît. La simulation de combat commença avant l'aube. 2 équipes. Mara dirigeait l'équipe bleue. Drake commandait l'équipe rouge, jouant le rôle des preneurs d'otages. Le scénario, 3 otages détenus dans un bâtiment fictif, multiples points d'entrée. Nombre inconnu de forces hostiles. Tactique, SEAL standard appliqué. Sauf que Drake n'avait aucune intention de jouer standard. L'équipe bleue avança dans son approche avec précision. Mara utilisa des signaux manuels qui semblaient naturels, trop naturels pour quelqu'un supposément les apprenant pour la première fois. Formation en pile. Entrée en crochet. Pattern de nettoyage de pièces qui coulaient comme une danse chorégraphiée. Son équipe répondit à ses commandes avec une confiance croissante. Elle savait ce qu'elle faisait. Enfin, quelqu'un qui savait vraiment ce qu'elle faisait. Ils franchirent le bâtiment. Les grenades assourdissantes détonèrent avec une force concussive. Le tir simulé suivi par des systèmes laser enregistra les touches et les misses en temps réel. Mara se déplaça à travers la structure comme de l'eau trouvant des fissures, choisissant toujours le chemin qui minimisait l'exposition tout en maximisant la vitesse. Sa manipulation d'armes montrait une proficiency qui dépassait le curriculum de plusieurs ordres de grandeur. Première pièce nettoyée. 2 forces hostiles neutralisées avec des munitions de peinture non létales. Deuxième pièce. 3 hostiles supplémentaires. Tous éliminés avant qu'ils ne puissent répondre. Les otages étaient situés dans la 3e pièce. Le protocole standard exigeait une approche méthodique. Mara à la non-standard. Elle lut la disposition en secondes. Reconnu le piège.
Drake avait positionné ses gens pour créer un entonnoir fatal. Quiconque entrant par la porte évidente marcherait dans une zone de mort. Donc, elle n'utilisa pas la porte évidente. Utilisant une technique non enseignée avant les cours avancés, elle créa un nouveau point d'entrée à travers un mur adjacent, flanquant les positions hostiles avant qu'ils ne réalisent que l'angle d'attaque avait changé. 3 secondes. C'est le temps qu'il fallut pour neutraliser les forces hostiles restantes. Une fois que l'équipe bleue entra par le vecteur inattendu, les otages furent sécurisés. 0 casualty de chaque côté. Succès de mission en 11 minutes, 34 secondes. L'un des temps les plus rapides enregistrés pour ce scénario particulier, observant de la salle de contrôle. Le commandant Jack Reeves se pencha en avant dans sa chaise. Il avait regardé la simulation avec un intérêt professionnel qui s'était lentement transformé en quelque chose de plus aiguisé, plus focalisé. Il avait vu ces signaux manuels auparavant, des années plus tôt, dans des briefings classifiés sur des opérations qui n'existaient officiellement pas. Il avait vu cette technique de nettoyage de pièces démontrée une fois par des opérateurs dont les noms n'apparaissaient sur aucun roster. Walsh vérifia les résultats de la simulation 3 fois, certain que le système avait mal fonctionné. Maurice se tenait rigide, visage indéchiffrable, mais mâchoires serrées. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Sullivan était censé craquer sous la pression, faire des erreurs qui justifiaient son renvoi. Au lieu de cela, elle avait exécuté à un niveau qui dépassait la moitié de ses instructeurs vétérans. Les équipes émergèrent du bâtiment de simulation. Le visage de Drake montrait quelque chose entre la colère et l'incrédulité. Il avait conçu le scénario pour être insoluble par des tactiques conventionnelles. Sullivan était allé non conventionnel, intelligente, adaptable, exactement les qualités que l'entraînement SEAL était censé développer. Mais l'orgueil de Drake ne pouvait tolérer la défaite. Alors que l'équipe bleue enlevait son équipement de sécurité, il s'approcha de Mara avec une agression à peine contenue dans le protocole militaire. « Tu as eu de la chance? Utiliser des trucs qui ne marcheront pas en combat réel. » Les vétérans et le personnel militaire actif font souvent face à des défis financiers uniques que les conseillers civils ne comprennent pas pleinement. Des services de planification financière spécialisés s'adressent maintenant spécifiquement aux familles militaires, offrant une expertise en gestion financière de déploiement, optimisation des avantages, VA et planification de pensions militaires. Ces services comprennent les complexités du salaire de devoir dangereux, des exclusions fiscales en zone de combat et les intricacies des systèmes de retraite militaire. Une guidance financière professionnelle conçue pour ceux qui servent assure que la sécurité financière correspond à l'engagement pris pour la défense nationale. La réponse de Mara vint calme mais claire. Le combat réel ne suit pas les scénarios d'entraînement. Sargon. Il nécessite de l'adaptation. C'est ce que j'ai démontré. Tu as démontré un manque de respect pour les procédures établies. J'ai démontré un succès de mission dans les paramètres autorisés. Drake s'approcha plus près, envahissant l'espace personnel. Intimidation par proximité. Tu te crois spécial. Tu crois que ce petit tatouage d'araignée te rend dur? Je crois que le succès de mission parle de lui-même. Sa main jaillit, agrippant son épaule avec une force inutile. Écoute ici, Sergeant Drake. La voix de Maurice coupa à travers la confrontation. Reculez maintenant? Drake la relâcha et s'éloigna. Mais la colère dans ses yeux promettait que ce n'était pas fini. Maurice s'approcha de pas mesurés, son expression toujours indéchiffrable. Sullivan. C'était une performance adéquate. Cependant, une simulation réussie ne vous qualifie pas pour l'entraînement continu. Votre évaluation continue avant que Mara ne puisse répondre. Le commandant Reeves émergea de la salle de contrôle. Il marcha avec détermination, son rang senior évident dans son port plutôt que dans la décoration. La conversation mourut alors qu'il s'approchait. Reeves commandait le respect gagné à travers des décennies de service, dans des ombres que la plupart des gens ne connaissaient jamais. Il s'arrêta devant Mara, l'étudiant avec une intensité qui semblait un poids physique. Ses yeux tracèrent la portion visible de son tatouage, juste l'araignée.
Juste la partie évidente. Mais son focus tenait quelque chose au-delà de l'observation décontractée, reconnaissance peut-être, ou suspicion. Sullivan. Sa voix portait une autorité qui faisait sonner les commandes précédentes de Maurice, comme creuses. Ce tatouage, où l'avez-vous eu? Ne manquez pas ce qui se passe ensuite. C'est là que tout change. Si vous êtes investi à voir la justice servie et le respect gagné, écrasez ce bouton, j'aime et abonnez-vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Commentez ci-dessous avec votre réaction à ce qui va être révélé. Ce moment est inoubliable. La question plana dans l'air comme de la fumée avant un feu. Chaque personne dans la cour d'entraînement sentit son poids. Mara maintint le regard de Reeves, un calcul silencieux se produisant derrière ses yeux. Combien révéler? Combien retenir? La vérité était dangereuse, mais les mensonges l'étaient encore plus. Signification personnelle. Monsieur, je suis sûr que c'est le cas. Reeves ne détourna pas le regard. Je suis aussi sûr que vous savez exactement pourquoi je demande. Maurice intervint. Confusion évidente. Commandant? Je ne comprends pas la pertinence. C'est parce que vous ne savez pas ce que vous regardez, capitaine. Le ton de Reeves resta professionnel, mais portait un tranchant, suggérant une connaissance classifiée. Sullivan, j'ai besoin que vous veniez avec moi. Nous avons des choses à discuter. En privé, la tension monta plus haut. Drake semblait prêt à protester. L'expression de Thorne montrait du calcul. Welch paraissait troublé. Maurice luttait entre défendre son autorité et déférer au rang supérieur. À la fin, le rang gagna. Il gagnait toujours. Monsieur, le lieutenant Sullivan est actuellement sous évaluation pour renvoi du programme. Toute discussion devrait m'inclure. Capitaine, vous êtes congédié, vous tous? Reeves fit un geste vers la cour d'entraînement. Continuez avec les activités programmées. Sullivan, suivez-moi. Ils marchèrent en silence vers le bâtiment de commandement, laissant derrière une cour d'entraînement remplie de murmures et de spéculations, à l'intérieur du bureau temporaire de Reeves. Portes fermées et fenêtres ombragées. L'atmosphère passa de formel à quelque chose de plus complexe. Il fit un geste vers une chaise. Mara resta debout. « Asseyez-vous, Lieutenant. » Ce n'est pas un interrogatoire. Elle s'assit, posture militaire parfaite, mains reposant calmement sur ses genoux. Attendant, Reeves fit le tour jusqu'à son côté du bureau, mais ne s'assit pas. Au lieu de cela, il ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte métallique. D'elle, il produisit quelque chose qui fit craquer la composure de Mara pour la première fois depuis son arrivée à l'entraînement. Une pièce de défi. Pas n'importe quelle pièce, une marquée d'un design qui correspondait à son tatouage. Une araignée veuve noire avec 7 petites étoiles en dessous. Unité ombre 7. Dit Reeves doucement. J'ai reçu cette pièce il y a 12 ans, d'un homme qui a sauvé mon équipe dans une vallée qui n'apparaît sur aucune carte. Il portait le même marquage, m'a dit que seulement 7 personnes au monde l'avaient gagné, toutes rapportées tuées au combat pendant une opération classifiée qui n'a officiellement jamais eu lieu. Il posa la pièce sur le bureau entre eux. Donc soit vous avez volé ce tatouage à quelqu'un avec une connaissance très spécifique, soit vous êtes l'une de ces 7. Et puisque le vol de tatouage requérait une compréhension détaillée de l'opération qui a tué tous les impliqués, je parie sur cette dernière. Ce qui signifie que vous ne devriez pas exister. Ce qui signifie que quelqu'un vous a fait disparaître pour une raison. Ce qui signifie que votre présence ici n'est pas aléatoire. La main de Mara bougea lentement vers la pièce, doigts traçant ses contours familiers. Quand elle parla, sa voix portait un poids qui n'avait pas été là avant. Une autorité qui avait été soigneusement cachée sous des couches d'humilité manufacturée. Tout ce que vous venez de dire est classifié au-delà de votre niveau de clearance actuel. Commandant, le fait que vous ayez cette pièce suggère que vous avez gagné des aperçus dans des opérations dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Mais des aperçus ne sont pas l'image complète. Alors donnez-moi l'image complète. Je ne peux pas.
Pas sans autorisation qui nécessite des canaux auxquels je n'ai pas accès de l'intérieur de ce programme d'entraînement, Reeves se pencha en avant, main à plat sur le bureau. Pourquoi êtes-vous ici, Sullivan? Vraiment ici? Parce que je vous ai observé. Tout le monde vous a observé. Vous bougez comme quelqu'un avec une formation extensive, essayant dur d'apparaître modérément compétente. Vous manipulez des armes comme un opérateur de carrière prétendant être un stagiaire. Vous prenez des décisions tactiques qui viennent de l'expérience. Pas des manuels. Donc je demande encore, pourquoi êtes-vous ici? Le moment s'étira. Dehors, la cour d'entraînement continuait son rythme. Dedans, deux personnes qui comprenaient les opérations classifiées, mieux que la plupart, négociaient les frontières du besoin de savoir. Finalement, Mara répondit: Je teste le système, monsieur. Spécifiquement testé si l'intégration des femmes dans l'entraînement SEAL peut réussir basée purement sur le mérite ou si les biais institutionnels créent des barrières insurmontables indépendamment de la capacité. Ma présence est un outil d'évaluation. Le programme ne sait pas qu'il est évalué. Et votre vrai rang? Votre vraie assignation? Encore classifiée, mais plus haut que lieutenant. Elle ne confirma ni ne nia. Le silence servit de réponse suffisante. Reeves se redressa, traitant les implications. Maurice essaie de vous faire échouer depuis le premier jour. Oui, monsieur. Drake vous a activement saboté. Oui, monsieur. Et vous avez laissé cela arriver. Le test ne fonctionne que si le système opère naturellement. L'interférence corromprait les données. Données. Reeves secoua la tête. Vous parlez de votre carrière comme si c'était une expérience. C'en est une. Monsieur, une qui compte pour chaque femme qui vient après moi. Si j'échoue, ils diront que cela prouve que les femmes ne peuvent pas gérer l'entraînement SEAL. Si je réussis avec des avantages révélés, ils diront que cela prouve rien parce que j'ai eu un traitement spécial. Je dois réussir en apparaissant ordinaire. C'est la seule façon pour que les données aient de la valeur. Sauf que vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes unité ombre 7. Ce marquage ne va pas aux opérateurs ordinaires. C'est pourquoi il reste couvert. Pourquoi mon vrai dossier reste enterré? Pourquoi je maintiens la fiction d'être une stagiaire standard qui se trouve être une femme? Elle rencontra ses yeux directement. J'ai besoin que vous mainteniez cette fiction aussi. Commandante? Pas de traitement spécial. Pas de protection révélée. Laissez l'évaluation continuer comme conçu. Avant que Reeves ne puisse répondre, un cognement urgent interrompit. La porte s'ouvrit pour révéler le lieutenant-commandant Rachel Kim, officier de renseignement, avec autorisation d'interrompre quiconque en dessous des amiraux. Son expression portait des nouvelles qui ne pouvaient attendre. Commandant Reeves, j'ai besoin d'accès immédiat au dossier de service complet du lieutenant Sullivan, y compris les sections classifiées. Il y a eu une enquête de sécurité déclenchée par ces métriques de performance. Multiples drapeaux rouges dans le système suggérant une possible infiltration d'intelligence étrangère ou un vol d'identité. J'ai besoin de vérification de ces niveaux de clearance actuels avant que cela n'escalade davantage. Mara et Reeves échangèrent un regard. La situation venait de devenir significativement plus compliquée. La chose même qu'ils espéraient éviter, un examen officiel qui exposerait la vraie évaluation, se produisait en avance sur le calendrier. Quelqu'un avait remarqué les discrepancies. Quelqu'un avec assez d'autorité pour exiger des réponses. Le test était sur le point de se terminer, qu'il le veuille ou non. La demande de Kim plana dans l'air comme un explosif non détoné. Ses crédentials de sécurité lui donnaient une autorité qui surpassait les protocoles d'entraînement. Les préoccupations de sécurité nationale l'emportaient toujours sur les évaluations internes. Reeves fit un calcul dans l'espace de 2 battements de cœur, pesant l'intégrité opérationnelle contre le risque d'exposition. Commandant Kim, cette requête nécessite une coordination avec le commandement de guerre spéciale navale. Les dossiers du lieutenant Sullivan contiennent du matériel classifié qui ne peut être accédé par des canaux standards, même avec votre niveau de clearance. Il parla avec une précision prudente, gagnant du temps sans mentir.
Je recommande que nous programmons un briefing sécurisé avec une supervision appropriée plutôt que de conduire une revue d'urgence qui pourrait compromettre des opérations en cours. L'expression de Kim s'aiguisa. Avec respect, Monsieur, les drapeaux dans le système suggèrent une possible compromission. Chaque heure de délai augmente le risque. Si Sullivan et qui ces dossiers prétendent, la vérification devrait être simple. Si elle ne l'est pas, l'implication plana non dite mais claire. Mara resta assise, visage neutre, mais son esprit courait à travers les contingences. L'exposition maintenant corromprait l'évaluation avant que les points de données critiques ne puissent être collectés. Maurice n'avait pas encore fait sa recommandation finale de renvoi. Les biais systémiques du programme n'avaient pas été pleinement documentés. Une révélation prématurée gaspillerait des mois de positionnement prudent. Lieutenant Commandant. Mara parla avec le ton mesuré qu'elle avait maintenu tout au long de l'entraînement. Je comprends vos préoccupations. Je suis prête à me soumettre à tout processus de vérification que vous jugez nécessaire. Cependant, je demande que ce processus se produise par les canaux appropriés, avec les protocoles de sécurité adéquats. Mon dossier de service contient des détails opérationnels qui ne devraient pas être discutés dans des environnements non sécurisés. La formulation prudente fonctionna. Kim reconnut le message implicite. Cela allait plus profond que la classification standard. Quel que soit le statut réel de Sullivan, cela impliquait des opérations qui nécessitaient un traitement compartimenté. Pousser trop fort, trop vite pourrait déclencher des réponses d'entités dont Kim ne voulait pas l'examen. Très bien. Je coordonnerai par les canaux SOCOM. Mais, lieutenant Sullivan, vous êtes restreinte à la base en attendant la vérification. Pas d'activité d'entraînement? Pas d'interaction avec la classe actuelle? Considérez-vous en attente administrative? Le ton de Kim n'admettait aucun argument. Après le départ de Kim, Reeves ferma la porte à nouveau et fit face à Mara avec une expression mélangeant respect et frustration. Votre évaluation vient d'être compressée. Maurice utilisera cette attente administrative comme justification pour le renvoi. Vous n'aurez pas le temps de collecter les données dont vous aviez besoin. Alors j'ai besoin d'accélérer le calendrier? Mara se leva, sa posture se modifiant subtilement. L'humilité prudente qu'elle avait maintenue commença à se dissoudre, remplacée par quelque chose de plus commandant. Le scénario d'évaluation finale que Maurice a programmé pour demain, j'ai besoin que vous assuriez qu'il procède malgré l'attente administrative. Cadrez-le comme complétant mon évaluation avant le renvoi formel. Il acceptera parce qu'il veut me voir partir, et cela lui donne une justification. Et ensuite quoi? Ensuite, je leur donne quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer ou rejeter. Quelque chose qui force la vérité à l'air libre selon mes termes, plutôt que par l'enquête de Kim. Reeves l'étudia. Reconnaissance naissante. Vous planifiez de faire sauter votre couverture? L'évaluation allait toujours se terminer par une révélation. J'aurais préféré contrôler le timing plus prudemment. Mais l'enquête de Kim force l'accélération. Mieux révéler selon mes termes pendant un moment de performance indéniable que par une enquête administrative qui semble comme si je cachais quelque chose d'impropre. Unité Ombre 7 n'est pas juste classifiée. Sullivan. C'est du matériel à brûler avant lecture. Révéler ce marquage publiquement créera des tremblements de terre. Je sais. Mais l'alternative est d'avoir mon évaluation rejetée comme non concluante. Les données deviennent inutiles. Les biais systématiques continuent sans contestation. Les femmes qui viennent après moi font face aux mêmes barrières parce que rien n'a changé. Sa voix portait une certitude absolue. Parfois, la seule façon de prouver la capacité est de supprimer tout doute sur ce dont vous êtes capable. Le lendemain matin apporta des développements inattendus. Morris, informé de l'attente administrative, vit une opportunité plutôt qu'un obstacle. Il accéléra l'évaluation finale de Sullivan de demain à aujourd'hui, la programmant pour 14 heures. Le scénario: sauvetage d'otages à haut risque contre une force numériquement supérieure, avec des contraintes de temps et multiples points d'échec. Il l'avait conçu pour être impossible. Quand Sullivan échouerait, et elle échouerait, il en était certain,
Son renvoi serait justifié par la performance plutôt que par des complications administratives. Drake reçut des instructions spéciales: jouer les forces hostiles, utiliser une agression maximale dans les protocoles de sécurité, faites-la craquer, faites-la abandonner, faites-la prouver qu'elle n'a pas sa place. Thorne répandit la nouvelle à travers la population des stagiaires. L'évaluation finale de Sullivan est aujourd'hui. L'attente administrative signifie qu'elle a probablement menti sur quelque chose. Regardez-la s'effondrer. Les rumeurs prirent vie d'elles-mêmes, mutantes à chaque retelling. À midi, la moitié de la base croyait que Sullivan était un risque de sécurité. L'autre moitié pensait qu'elle avait fabriqué ses crédentials. Seule une poignée de personnes savaient différemment: Reeves, Torres, Chen, qui avaient discrètement maintenu la foi, malgré les preuves montantes encourageant le doute. Le maître-chef Harrison, dont les instincts lui disaient constamment qu'il y avait plus chez Sullivan que quiconque ne réalisait. Et le docteur Lisa Grant, l'officier médical qui avait examiné Mara lors du traitement d'entrée et reconnu des cicatrices qui ne venaient pas d'accident d'entraînement. L'évaluation commença sous un soleil brutal de l'après-midi. 140 personnes se rassemblèrent pour témoigner. Certaines venaient de curiosité, d'autres pour le Schadenfreude. Quelques-unes d'un intérêt genuin à voir comment la première stagiaire femme SEAL de ce cycle gérerait le test ultime. Mara se tenait en équipement de combat complet, armes chargées de munitions simulées, visage peint en motif de camouflage qui rendait un de ses traits plus durs à lire. Drake commandait la force hostile, son équipe positionnée dans une structure d'entraînement multi-étages qui répliquait des environnements de combat urbains. 3 otages, 8 forces hostiles. Limite de temps de 12 minutes. Une équipe de sauvetage, Sullivan et 4 stagiaires sélectionnés au hasard. Aucun ne voulant être là. Les règles sont simples, annonça Walsh sur le système de haut-parleurs. Sauvez tous les otages vivants. Neutralisez les forces hostiles. Complétez dans la limite de temps. Tout échec sur ces paramètres résulte en échec de mission et échec automatique d'évaluation. Sullivan, vous êtes leader d'équipe. L'horloge commence à votre go. Mara rassembla son équipe. 4 jeunes hommes qui avaient passé des semaines à la regarder être moqués et rejetés. Leurs expressions variaient du scepticisme à l'hostilité ouverte. Elle avait 12 minutes pour réussir avec une équipe qui ne lui faisait pas confiance contre des opposants qui voulaient piller son échec, sous l'observation d'une communauté entière investie dans sa défaite. Elle vérifia son arme une dernière fois, un mouvement qui attira l'attention de Drake de sa position à la fenêtre du 3e étage. Il avait positionné ses gens pour créer un scénario impossible, chaque angle couvert, chaque approche visible, chaque tactique potentielle anticipée et contrecarrée. Sullivan viendrait par l'entrée évidente et marcherait dans une zone de mort préparée, où elle essaierait l'entrée latérale et déclencherait la situation de quartier clos claustrophobique où sa plus petite taille deviendrait un désavantage. De toute façon, elle échouerait. Écoutez, Mara adressa son équipe réticente, voix portant une autorité qu'il n'avait pas entendue avant. Je sais que vous ne me faites pas confiance. Je sais que vous pensez que je n'ai pas ma place ici. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi vous avez tort. Suivez mes commandes exactement. Pas d'improvisation. Pas d'hésitation. Faites cela et nous finirons en moins de 8 minutes. La confiance dans son ton créa une pause. Le marin Jake Morrison, le plus jeune membre de l'équipe à 19 ans, posa la question que les autres pensaient. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je l'ai fait avant? Pour de vrai? Avec de vraies balles et de vraies conséquences. Ceci est de l'entraînement. J'ai vécu la vraie chose plus de fois que vous ne voulez le savoir, avant que quiconque ne puisse répondre. Elle signala. Go! L'horloge démarra. Ce qui se passa ensuite serait disséqué dans les revues d'entraînement pendant des années. Mara n'approcha pas par l'entrée évidente. Elle n'utilisa pas l'approche latérale. Au lieu de cela, elle mena son équipe autour, vers ce qui paraissait une section arrière complètement inaccessible du bâtiment, pendant que les forces de Drake surveillaient les approches attendues.
Elle identifia une faiblesse structurelle dans le design du bâtiment, un accès de ventilation que l'entraînement tactique standard négligeait parce qu'il paraissait trop petit pour l'entrée. Ce n'était pas trop petit, cela requérait juste la bonne technique. Elle démontra une fois, coulant à travers l'ouverture étroite avec des mouvements suggérant une flexibilité de contorsionniste combinée à un contrôle précis du corps. Son équipe suivit, luttant mais gérant. Ils émergèrent à l'intérieur du niveau inférieur du bâtiment, contournant complètement les défenses préparées. De là, Mara opéra avec une efficacité qui fit que Walsh tendit la main vers sa radio pour vérifier que c'était réellement une stagiaire et non un instructeur infiltré. Elle se déplaça à travers la structure, utilisant des signaux manuels qui n'étaient pas dans le manuel standard, nettoyant des pièces avec des techniques qui combinaient des éléments de multiples doctrines en quelque chose d'uniquement efficace. Son équipe suivit, leur scepticisme se transformant en focus alors qu'ils réalisaient qu'elle savait vraiment ce qu'elle faisait. Premier étage nettoyé en 90 secondes. Les forces de Drake n'avaient même pas réalisé que l'assaut avait commencé. Deuxième étage prit 2 minutes. 3 forces hostiles neutralisées avant qu'elles ne puissent répondre à des menaces d'un vecteur inattendu. Les otages étaient situés au 3e étage, exactement où Mara avait prédit. Basé sur une logique tactique que Drake pensait trop avancée pour que les stagiaires comprennent, le 3e étage présentait le vrai défi. Drake s'était positionné lui-même et ses meilleurs gens là, anticipant que Sullivan arriverait épuisé et désespéré. Si elle arrivait jusque-là du tout. Au lieu de cela, elle arriva composée et en avance sur le calendrier, avec une équipe qui avait commencé à croire en son leadership. Les certifications avancées en entraînement tactique sont devenues de plus en plus précieuses dans les secteurs militaires et civils de la sécurité. Les programmes de développement professionnel offrent maintenant des cours spécialisés en gestion de crise, évaluation de sécurité et compétences en opérations protectrices qui se traduisent à travers multiples domaines de carrière. Ces programmes de certification, souvent enseignés par d'anciens personnels des opérations spéciales, fournissent des crédentials reconnus par les agences gouvernementales et les firmes de sécurité privées dans le monde entier. L'éducation professionnelle continue assure que les professionnels de la sécurité maintiennent des compétences de pointe dans un paysage de menaces en évolution. La confrontation finale se produisit en temps compressé. Drake vit Sullivan entrer par encore un angle inattendu et fit son mouvement. Pas le combat simulé que le scénario exigeait, mais une agression physique réelle qui passait de l'entraînement à une vendetta personnelle. Il chargea, intendant d'utiliser sa taille et sa force pour la submerger, pour prouver une fois pour toutes que les femmes ne pouvaient pas gérer la confrontation physique avec des combattants masculins. La réponse de Mara fut pur réflexe. Pas de pensée, juste une action née de répétitions innombrables dans des situations bien plus dangereuses que celle-ci. Elle s'écarta, redirigea son élan, utilisa sa propre force contre lui. Drake heurta le sol dur, l'impact chassant l'air de ses poumons, avant qu'il ne puisse récupérer. Elle passa à une position de contrôle qui neutralisait son avantage de taille par un levier plutôt que par la force. Protocole de mission. Sergeant, dit-elle doucement. Maintenant la prise. Vous êtes neutralisé? Restez à terre. L'orgueil de Drake ne pouvait l'accepter. Il surgit vers le haut, attrapant son gilet tactique, doigts attrapant le tissu. Le matériau stressé par les activités de la journée et cette violence soudaine céda. Le son du tissu se déchirant coupa à travers le silence d'observation. Le gilet s'ouvrit, la chemise dessous se déchira, et exposée à la lumière du soleil de l'après-midi, et à 140 paires d'yeux, le tatouage complet de Mara devint visible. Pas juste l'araignée veuve noire qu'ils avaient moquée. Le design complet, motif géométrique formant des coordonnées 31h47 nord, 35h13 est. Nombre tissé dans la toile, SU 7004. Et sous l'araignée, 7 petites étoiles arrangées dans un motif qui ne correspondait à aucune constellation, mais tenait un sens pour ceux qui savaient.
La cour d'entraînement devint silencieuse, absolument silencieuse. Même le vent sembla posé. Le commandant Reeves, observant de la tour d'observation, se leva si abruptement que sa chaise tomba en arrière. Sa main bougea vers sa poitrine, où sous sa chemise d'uniforme, un marquage identique brûlait avec une signification rappelée. Si cette histoire vous a ému, il y en a plus d'où cela vient. Consultez notre playlist de héros militaires et de guerriers sous-estimés, lien dans la description. Abonnez-vous pour de nouvelles histoires chaque semaine. Et voici une question pour vous. Avez-vous déjà été sous-estimé à cause de votre apparence? Partagez votre histoire dans les commentaires. Les vrais guerriers reconnaissent les vrais guerriers. Le maître-chef Harrison murmura quelque chose que seuls les plus proches entendirent. Bon sang! C'est Unité Ombre 7. La reconnaissance ondula vers l'extérieur comme des ondes de choc. Pas tout le monde savait ce que signifiait Unité Ombre 7, mais assez de gens le savaient. Assez de personnel senior, assez d'officiers de renseignement, assez d'opérateurs avec des clearances assez hautes pour avoir aperçu des références dans des briefings classifiés. Unité Ombre 7 n'était pas juste élite, c'était une légende. Des histoires de fantômes racontées dans des espaces sécurisés. Des opérations qui n'avaient officiellement jamais eu lieu. 7 survivants d'une mission qui avait tué tous les autres. 7 opérateurs qui portaient ce marquage comme preuve qu'ils avaient traversé le feu et en étaient sortis de l'autre côté. Drake relâcha le gilet de Mara comme s'il était devenu électrifié. Il recula en rampant, visage cyclant à travers des émotions trop vite pour les nommer. Confusion, incrédulité, horreur naissante alors que les implications s'enfonçaient. Le lieutenant Thorne fit 3 pas involontaires en arrière, une main couvrant sa bouche. Chaque rumeur qu'elle avait répandue, chaque doute qu'elle avait planté, chaque bit de guerre sociale qu'elle avait menée, tout dirigé vers quelqu'un qui avait fait des choses que Thorne ne pouvait imaginer survivre. La réalisation écrasa sa supériorité soigneusement construite comme du papier dans un point. Le capitaine Morris se tenait figé, son visage se vidant de couleur. Il avait tenté de renvoyer, avait écrit des évaluations recommandant le retrait, avait conçu des scénarios impossibles destinés à briser quelqu'un qui avait déjà été brisé et reconstruit de façon qui faisait apparaître l'entraînement SEAL doux. L'instructeur Walsh enleva ses lunettes de soleil avec des mains tremblantes, plissant les yeux au tatouage comme si la proximité pouvait le rendre moins réel. Ses coordonnées? Il connaissait ses coordonnées. Tout le monde avec une expérience de déploiement au Moyen-Orient connaissait ses coordonnées. C'était la vallée où Unité Ombre 7 avait opéré, où 18 opérateurs étaient entrés et 7 étaient sortis, où la mission était si classifiée que même l'admettre existait pouvait déclencher des poursuites. Les otages, momentanément oubliés, restèrent dans leur position. Le scénario avait cessé d'être un scénario. La réalité avait déchiré l'exercice d'entraînement comme un ouragan à travers une maison de cartes. Mara se leva lentement, ne faisant aucune tentative pour couvrir le tatouage exposé. Son équipe? Morrison, Chen, qui avait en quelque sorte fini dans la sélection aléatoire, et 2 autres regardaient avec des expressions mélangeant ah ouais et peur. Morrison prit réellement un genou, incertain du protocole applicable quand vous découvrez que votre leader d'équipe est essentiellement une royauté militaire. Le commandant Reeves descendit de la tour d'observation de pas mesurés, son port se modifiant pour correspondre à la gravité du moment. Quand il atteignit le sol d'entraînement, il se mit au garde-à-vous devant Mara. Son salut était parfait de parade. Le genre réservé aux récipiendaires de la médaille d'honneur et aux généraux 4 étoiles. Le genre qui reconnaissait non juste le rang, mais le sacrifice qui transcendait le service militaire normal. Lieutenant Commandant Sullivan. La voix de Reeves porta à travers la cour silencieuse, rendant son vrai rang officiel pour la première fois. Unité Ombre 7. Opération Porte de Damas. Mars 2009. J'étais lieutenant junior grade Reeves, pilote d'hélicoptère qui a extrait votre unité. Vous avez sauvé mon appareil et mon équipage quand nous avons pris du feu au sol à l'approche. Êtes resté derrière pour fournir un feu de couverture pendant que nous décollions. J'ai porté votre pièce pendant 12 ans.
Ne sachant pas si vous aviez survécu, Mara rendit le salut avec une précision égale. Quand elle parla, sa voix tenait une autorité qui avait été soigneusement cachée sous des couches de déférence manufacturées. Commandant Reeves, ravi de voir que vous avez atteint où vous méritez d'être. Votre pilotage cette nuit-là a sauvé des vies qui comptaient. Votre intel est ce qui a rendu la mission possible. Les 7 qui ont survécu. Il s'arrêta, une émotion traversant le contrôle professionnel. Nous avons perdu 11 bons opérateurs cette nuit-là, mais 7 ont survécu, parce que vous avez craqué leur réseau de communication et trouvé la route d'extraction. 7 familles ont récupéré leurs gens grâce à vous. La foule se pressa plus près, attirée par la révélation se déroulant comme des témoins d'un moment historique. Thorne trouva sa voix, bien qu'elle émergeât plus petite qu'avant. Cette opération, elle était dans les archives de briefing, classifiée au-dessus de top secret. Il disait que tout le monde impliqué était soit KIA, soit réassigné en permanence à un statut classifié. Il disait que Unité Ombre 7 avait été dissoute. Elle l'était, confirma Mara. Les records officiels montrent tous les membres tués au combat. La réalité non officielle est plus compliquée. Nous avons été réassignés à des missions qui requéraient une dénégation légale. Le tatouage nous marque comme survivants. 7 étoiles. 7 opérateurs qui sont sortis quand la mission a tourné catastrophiquement mal. Walsh avança, son dédain précédent complètement évaporé. Les paramètres de mission que j'ai lus, même la version censurée, c'était 18 opérateurs contre plus de 300 forces hostiles en position fortifiée. L'opération aurait dû être une perte complète. Au lieu de cela, elle est devenue un cas d'école pour des odes impossibles, surmontés par des tactiques supérieures, et un refus absolu d'accepter la défaite. Tactique et obstination, corrigea Mara avec la plus faible touche d'humour sec. Et beaucoup de gens faisant des choix impossibles, la mission a réussi. Le coût était élevé, mais l'alternative aurait été pire. Morrison, encore à genoux, trouva son courage. Madame, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi vous soumettre à l'entraînement de base quand vous avez déjà... Les mots lui manquèrent. Déjà fait des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Finissant la pensée, l'expression de Mara changea, devenant plus sérieuse. Parce que Unité Ombre 7 était entièrement masculine. Quand j'ai rejoint, j'étais l'exception qu'ils ont faite, parce que la mission requérait des compétences spécifiques que je possédais. Après cette opération, quand ils nous ont officiellement dissous, des questions ont émergé. Les femmes pouvaient-elles servir régulièrement dans des unités Tier 1? Ou étais-je une anomalie? Une exception qui prouvait la règle plutôt que de la briser. Elle fit un geste vers l'installation d'entraînement autour d'eux. Je me suis portée volontaire pour répondre à cette question. Venir ici comme une stagiaire femme standard. Vivre le programme comme n'importe quelle femme le vivrait. Documenter les défis systémiques, les biais, les barrières qui existent indépendamment de la capacité, puis prouver que ces barrières peuvent être surmontées non par des accommodements spéciaux, mais en respectant les mêmes standards que tout le monde respecte. Maurice trouva enfin sa voix, bien qu'elle émergeât rauque de honte. Vous m'avez laissé essayer de vous faire échouer, laissez Drake vous saboter. Laissez Thorne vous miner? Vous auriez pu révéler vos crédentials à tout moment et arrêter tout cela. Arrêter cela aurait corrompu les données. J'avais besoin de vivre la gamme complète de défis qu'une opératrice femme affronterait. Les tests physiques n'étaient pas le problème. Je m'y attendais. La guerre psychologique, l'isolement social, le questionnement constant de la légitimité malgré le respect de chaque standard, c'est cela qui avait besoin d'être documenté, parce que c'est cela qui empêche les femmes, capables même d'essayer la qualification, pas les exigences physiques, l'environnement qui traite la capacité féminine comme impossible jusqu'à preuve du contraire, puis rejette la preuve comme anomalie. Le lieutenant Bell, qui avait observé silencieusement tout au long, parle là. Votre rapport va changer tout, n'est-ce pas? Les politiques, les protocoles d'entraînement, toute l'approche d'intégration, il fournira une évidence qui ne peut être rejetée.
Confirma Mara. Quand mon évaluation montre qu'une opératrice femme avec des credentials tiers improuvés a encore fait face à des tentatives systématiques de retrait, malgré le respect de chaque standard, cela démontre que le problème n'est pas la capacité féminine, c'est la résistance institutionnelle à accepter cette capacité. La zone immédiate était devenue bondée alors que la nouvelle se répandait. Le personnel de toute la base convergea, attiré par des rumeurs de quelque chose d'extraordinaire se passant à la cour d'entraînement. Le lieutenant-commandant Kim poussa à travers la foule, tablette en main, expression mélangeant vindication et chagrin. Je viens de recevoir la confirmation de SOCOM. Le clearance de sécurité du lieutenant-commandant Sullivan est valide et actuel. Son assignation ici était autorisée à des niveaux qui ont requis que mon enquête soit routée par des canaux que je n'ai jamais accédés auparavant. Les drapeaux dans le système étaient intentionnels, conçus pour déclencher une enquête qui serait redirigée vers une supervision appropriée. Elle regarda Mara directement. Je m'excuse pour l'attente administrative. Je faisais mon travail. Mais apparemment, votre travail opère à des altitudes que le mien n'atteint pas. Pas d'excuses nécessaires. Commandant, votre travail est d'attraper les anomalies. J'étais délibérément anomale. Vous avez performé exactement comme vous le deviez. La foule murmura avec une énergie croissante. Des téléphones émergèrent, malgré les régulations contre l'enregistrement, dans les zones d'entraînement. Ce moment était trop significatif pour rester non documenté. Des images du tatouage de Mara circuleraient à travers les réseaux militaires dans les heures, générant des questions et des spéculations qui onduleraient à travers toute la communauté des opérations spéciales. Reeve éleva sa voix pour adresser le personnel assemblé. Le lieutenant-commandant Sullivan est ici en assignation d'évaluation. Sa présence et ses méthodes sont maintenant déclassifiées dans la mesure nécessaire pour que cette unité comprenne ce que vous avez vu. Unité Ombre 7, opérer dans des environnements qui briseraient la plupart d'entre nous. Les 7 qui ont survécu l'ont fait par compétence. Courage et refus d'accepter la défaite. Sullivan s'est volontairement soumise à un programme qu'elle avait déjà dépassé, a enduré un traitement qu'aucun opérateur ne devrait affronter et a maintenu sa composure et sa performance malgré des tentatives systématiques de la retirer. Il se tourna directement vers Maurice. « Capitaine, votre évaluation du lieutenant-commandant Sullivan est par la présente déclarée complète. J'assume la supervision de son évaluation finale. Avez-vous des objections ?» Maurice se redressa, visage encore pâle mais port restauré. « Non, monsieur, je n'ai pas d'objection. J'ai... » Il lutta avec les mots. « J'ai des excuses profondes. Lieutenant Commandant, j'ai échoué à reconnaître la capacité parce que j'ai laissé les préconceptions l'emporter sur l'évidence. Cet échec est le mien, pas le vôtre. » Drake avança ensuite, se déplaçant comme un homme approchant un bord de falaise. « Madame, il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. Le sabotage, l'agression, Sa voix se brisa. « Je vous ai attaqué pendant l'évaluation. J'aurais pu sérieusement blesser. Vous auriez pu essayer, » interrompit Mara doucement. « Mais vous n'auriez pas réussi. J'ai survécu à du combat réel contre des gens essayant de me tuer. Sergon, l'agression sur le sol d'entraînement, même violant le protocole, n'était pas une vraie menace, juste un autre test. Un que j'ai passé. Cela n'excuse pas. Non, ça ne le fait pas. Mais cela fournit un point de données sur comment les opérateurs masculins répondent à la présence féminine dans des environnements compétitifs. Vos actions, bien qu'inappropriées, est-elle précieuse pour des fins d'évaluation? Vous allez faire face à une revue disciplinaire. C'est approprié, mais vous allez aussi faire partie de l'étude de cas qui change comment nous entraînons les gens à travailler dans des unités intégrées. Thorne s'approcha avec une réticence visible. Yeux rouges. J'ai répandu des rumeurs. Miné votre crédibilité. Essayé de tourner les gens contre vous parce que je me sentais menacée. Parce que je pensais qu'une autre femme, réussissant, diminuerait en quelque sorte ce que j'avais accompli. Ça ne l'aurait pas fait, dit Mara.
Mais cette peur fait partie de ce que l'évaluation avait besoin de documenter. Vous avez lutté si dur pour gagner votre place que vous avez vu une autre femme comme compétition plutôt qu'alliée. C'est un problème systémique? Pas un échec personnel. Le système vous a fait sentir qu'il y avait de la place pour seulement une femme. Cette mentalité de rareté doit être adressée dans comment nous entraînons et intégrons les opératrices féminines. Les conversations continuèrent, chaque antagoniste faisant face à des conséquences mélangeant responsabilité et compréhension. Le sabotage de Jensen avait été documenté par Torres, menant à des charges formelles qui résulteraient probablement en décharge. Mais même cela devint partie de l'évaluation. Comment les systèmes répondent quand la mauvaise conduite est rapportée et prouvée? Les conséquences formelles vinrent rapidement. Maurice soumit une évaluation révisée, recommandant que Sullivan non seulement complète l'entraînement, mais soit assignée comme instructrice permanente. Drake fit face à l'article 15 pour violation des protocoles de sécurité, résultant en réduction de rang et retrait des devoirs d'instructeur. Thorne reçut un counseling formel et fut réassignée à une unité différente où elle travaillerait sur les protocoles d'intégration d'un angle différent, Walsh, qui avait été complice par inaction plus que par action, reçut un plan de développement adressant la reconnaissance des biais inconscients, mais les conséquences institutionnelles allèrent plus profond. Dans les 48 heures, le commandement de guerre spéciale navale émit une directive requérant une revue complète de tous les protocoles d'entraînement à travers une lentille d'intégration. Le rapport de Mara, encore en finalisation, façonnait déjà des discussions politiques au niveau les plus hauts. Des questions considérées comme réglées, si les femmes pouvaient servir dans des unités tiers 1, si l'intégration créait des problèmes de cohésion, si les standards avaient besoin d'ajustement, toutes rouvertes avec une nouvelle évidence qui défiait les assumptions précédentes. Chen approcha Mara 3 jours après la révélation, pendant un moment où le chaos s'était assez calmé pour une conversation privée. « Madame, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait, pour comment vous l'avez fait. J'envisageais d'abandonner mon programme d'avancement parce que je ne pensais pas pouvoir gérer l'environnement. Vous regardez endurer et surmonter tout ce qu'ils vous ont jeté. Ça a changé mon avis. Si vous pouvez gérer ce que vous avez géré, je peux gérer mes défis. Vos défis sont tout aussi valides que les miens l'étaient. » Mara répondit, « Échelle différente peut-être, mais le cœur du problème est le même. Prouvez la capacité dans un environnement qui assume que vous êtes incapable jusqu'à preuve du contraire. Ce fardeau ne devrait pas exister, mais jusqu'à ce que les systèmes changent, nous le portons et nous prouvons qu'ils ont tort à répétition jusqu'à ce que la preuve devienne indéniable. » Morrison la chercha aussi, bien que son approche fût plus hésitante. « Lieutenant Commandant, j'ai appris quelque chose en regardant tout cela. J'ai appris que mes assumptions sur la capacité étaient basées sur l'apparence plutôt que sur l'évidence. Vous aviez l'air de quelqu'un qui n'avait pas sa place. Donc j'ai assumé que vous n'en aviez pas. Je n'ai jamais considéré que mes assumptions pouvaient être fausses. C'est quelque chose que je dois réparer chez moi. Cette conscience de soi est la première étape, » reconnut Mara. La plupart des gens n'y arrivent jamais. Ils défendent leurs assumptions au lieu de les questionner. Vous êtes assez jeune pour construire de meilleurs patterns. Utilisez cet avantage. La semaine suivant la révélation apporta des visiteurs inattendus. Des opérateurs d'autres unités demandèrent des réunions avec Mara, cherchant des insights dans ses méthodes d'entraînement et approches tactiques. Certains venaient d'un désir genuin d'apprendre, d'autres de curiosité sur la légende rendue réelle. Quelques-uns venaient parce qu'ils avaient servi avec des membres d'unité Ombre 7 et voulaient une connexion à quelque chose qu'ils pensaient perdu. Reeves orchestra la plupart de ces réunions, reconnaissant que la présence de Mara offrait des opportunités au-delà de l'évaluation d'intégration. Elle représentait un pont entre opérations classifiées et doctrine officielle. Ces expériences pouvaient informer un entraînement qui sauverait des vies dans des opérations futures. Sa volonté d'endurer l'humiliation pour la collecte de données démontrait un engagement qui transcendait l'orgueil personnel, mais la réunion la plus significative vint d'une source inattendue. Le général Patricia Foster,
Général 2 étoiles, responsable de la politique du personnel, à travers toutes les forces d'opération spéciales, arriva à l'installation d'entraînement sans annonce. Sa présence déclencha une spéculation immédiate. Les généraux ne visitaient pas l'entraînement SEAL, sauf si quelque chose de majeur se passait. Dans une salle de conférence sécurisée, Foster revit le rapport d'évaluation préliminaire de Mara avec une expression qui ne révélait rien. Après 30 minutes de silence brisé seulement par le tournage de page, elle leva les yeux. Lieutenant Commandant Sullivan, votre rapport va faire détonner les politiques existantes, comme une munition à sous-munition. Vous comprenez cela? Oui, madame. Bien, parce que je vais l'utiliser pour faire exactement cela. La résistance à l'intégration féminine a été défendue comme une préoccupation pour l'efficacité de l'unité et la sécurité. Votre expérience documentée prouve que cette résistance existe indépendamment de la performance. C'est un problème de politique? Pas de capacité. Cela nécessite des solutions de politique. Foster se pencha en avant. Je crée une task force pour redessiner les protocoles d'intégration à travers tous les pipelines d'entraînement des opérations spéciales. Vous allez la diriger. Félicitations pour votre promotion au commandant. Vous aurez l'autorité pour implémenter des changements à travers toutes les branches. Vous aurez des ennemis qui combattront chaque recommandation, mais vous aurez aussi une évidence qu'ils ne peuvent rejeter et un mandat qu'ils ne peuvent ignorer. La promotion, l'assignation, l'autorité, tout délivré avec une efficacité militaire qui ne laissait pas de place au refus. Pas que Mara aurait refusé. C'était l'objectif. Pas juste prouver la capacité, mais transformer les systèmes pour retirer des barrières qui n'auraient jamais dû exister. Une question? Madame. Mara dit. Unité Ombre 7. Mon assignation ici a requis de déclassifier des aspects de cette opération. Combien reste classifié? Assez, répondit Foster cryptiquement. Les détails de mission restent scellés, mais votre survie et vos capacités font maintenant partie de votre dossier officiel. Vous ne pouvez pas retourner au statut fantôme. Cette vie est finie. Compris? Je le savais quand j'ai accepté cette assignation. L'expression de Foster s'adoucit fractionnellement. Pour ce que ça vaut? Commandant, ce que vous avez fait ici a pris un courage qui va au-delà du combat. Le courage physique est testé régulièrement dans notre ligne de travail. Mais marcher dans un environnement hostile sachant que vous affronteriez la dégradation, le sabotage et des tentatives systématiques de retrait, cela nécessite un différent type de force. Vous avez prouvé que les femmes peuvent respecter les standards physiques, mais plus important, vous avez prouvé qu'elles peuvent endurer la guerre psychologique qui les a gardées dehors, plus efficacement que n'importe quel test physique. Après le départ de Foster, Mara se tint seule dans la salle de conférence, regardant sur l'installation d'entraînement où elle avait passé des mois à être sous-estimée. L'évaluation était complète. Les données collectées, le rapport soumis, mission accomplie. Mais les missions accomplies menaient toujours à de nouvelles missions. Sa tablette sonna avec un message entrant, encrypté. Routé par des canaux qui techniquement n'existaient pas, elle l'ouvrit, s'attendant à des instructions sur la nouvelle assignation de Task Force. Au lieu de cela, elle trouva quelque chose de différent. L'entête du message lisait simplement Protocole de recrutement unité, Ombre 7 activé. En dessous, une liste de noms. 7 noms. Chacun avec photo et dossier de service. Chacun représentant une capacité qui avait été négligée, sous-estimée ou délibérément ignorée par des systèmes qui ne pouvaient reconnaître l'excellence dans des paquets inattendus. Sous-officier Sarah Chen, marin junior qui avait maintenu la foi quand l'évidence suggérait le doute. Marin Jake Morrison, jeune stagiaire qui avait appris à questionner ses propres assumptions. Caporal Emma Torres, personnel de support qui avait reconnu l'injustice et pris une action discrète. Lieutenant Marcus Bell, officier qui avait choisi l'équité sur le confort. Maître-chef Tom Harrison, vétéran qui avait fait confiance à ses instincts sur les apparences. Dr. Lisa Grant, officier médical qui avait vu des cicatrices et gardé des confidences.
Et un de plus. Un nom que Mara ne reconnaissait pas? Capitaine Elena Vasquez. Dossier indiquant assignation actuelle en couverture profonde. Identité classifiée. Statut listé simplement comme fantôme. Sous les noms. 3 mots, ils sont prêts. Recruter. Mara sentit quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de sentir pendant des mois d'évaluation. Pas de satisfaction. Pas de fierté, mais un but. Unité Ombre 7 avait été dissoute après Porte de Damas, parce que le coût de la mission avait été trop élevé. 7 survivants dispersés à diverses assignations, opérant indépendamment, maintenant le silence sur ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient perdu. Mais de nouvelles menaces émergeaient constamment. De nouvelles opérations requéraient des capacités que les unités régulières ne pouvaient fournir. De nouvelles missions demandaient des opérateurs prêts à travailler dans les ombres. Accepter aucune reconnaissance, sacrifier confort et sécurité pour des objectifs qui comptaient plus que le bien-être personnel. Unité Ombre 7 était reconstruite, pas comme elle était, mais comme elle devait être. Diverse, intégrée, bâtie d'opérateurs qui avaient prouvé la capacité sous des conditions conçues pour les faire échouer, menée par quelqu'un qui comprenait à la fois les exigences de mission et le coût humain de les respecter. Le message continuait avec des détails opérationnels. Une installation sécurisée au Nevada. Programme d'entraînement qui ferait paraître la qualification SEAL confortable. Processus de sélection qui testait non juste les capacités physiques et mentales, mais la prise de décision éthique sous des conditions où aucun bon choix n'existait. Construire une unité qui pouvait opérer dans des zones grises où les structures militaires traditionnelles ne pouvaient atteindre, tout en maintenant une responsabilité qui empêchait l'abus d'un pouvoir énorme. Mara ferma la tablette, touchant le tatouage sur son bras. 7 étoiles. Bientôt peut-être y en aurait-il 14. 21. Le nombre n'importait pas. Ce qui importait était la capacité déployée au service de missions qui gardèrent les gens en sécurité, sans qu'ils ne sachent jamais que le danger existait. Elle se tourna de la fenêtre, déjà mentalement rédigeant des approches de recrutement pour chaque candidat. Chen serait facile. Elle avait prouvé être prête à entrer dans des rôles plus grands. Morrison requérait plus d'assaisonnement. Mais sa conscience de soi montrait du potentiel. Torres avait la force discrète qui faisait d'excellents opérateurs. Bell comprenait le leadership dans des environnements intégrés. Harrison apportait la sagesse que seules des décennies de service fournissaient. L'expertise médicale de Grant serait inestimable dans des opérations lointaines. Et Vasquez, le fantôme, une autre opératrice travaillant dans les ombres, attendant une chance d'être reconnue pour des capacités plutôt que rejetée pour l'apparence. Chaque membre d'unité ombre commençait quelque part. La plupart commençaient sous-estimés. La cour d'entraînement dehors s'était transformée d'un lieu d'humiliation en terrain de preuve pour un changement systémique. Les données collectées ici remodèleraient des politiques affectant des milliers d'opérateurs. L'évaluation qui avait semblé un test personnel révélait des échecs institutionnels qui demandaient des solutions institutionnelles, mais les missions personnelles menaient toujours à des buts plus grands. Mara quitta la salle de conférence, marchant à travers l'installation qui maintenant la traitait avec un respect bordant la révérence. Les stagiaires se tenaient plus droits quand elle passait. Les instructeurs hochèrent la tête avec une reconnaissance qui transcendait le rang, même Maurice. Quand leurs chemins se croisèrent, près du bâtiment de commandement, offrit un salut qui portait un remords genuin et une compréhension nouvelle. « Commandant Sullivan, » dit-il après qu'elle eut rendu le salut, « j'ai appris plus en ayant tort sur vous que j'ai appris en ayant raison sur tout le reste pendant des années. C'est un cadeau. Même si vous avez payé le prix pour le donner, nous payons tous des prix. Capitaine, la question est, si le paiement accomplit quelque chose valant le coup, le vôtre l'a-t-il? » Elle considéra la question sérieusement. « Demandez-moi dans 10 ans quand les femmes passant par ce programme ne font pas face à ce que j'ai facing. Quand la capacité est reconnue indépendamment de qui la démontre, quand les barrières qui ne devraient pas exister ont été démantelées, brique par brique. »
Alors je saurai si le prix valait la peine. Ce soir-là, alors que le coucher du soleil peignait le Pacifique en nuances d'orange et d'or, Mara se tenait seule au bord du terrain d'entraînement où elle avait été moquée pour son tatouage. L'araignée veuve noire sur son bras attrapait la lumière faiblissante. 7 petites étoiles en dessous, tenant une signification que seule une poignée de gens comprenaient. L'un de ces gens s'approcha par derrière, Commandant Reeves, portant 2 tasses de café, en offrit une sans commentaire. Ils se tinrent en silence complice, regardant les stagiaires courir à travers des exercices qui les construiraient en opérateurs capables de choses extraordinaires. Port de Damas, dit Reeves finalement. Je n'ai jamais dit cela à quiconque. Mais cette nuit-là, quand nous extrayions votre unité, je pensais que nous vous avions perdu. Vous êtes resté derrière, fournissant un feu de couverture quand tout le monde était à bord. Au moment où nous avons tourné en arrière, la position était envahie. Je vous ai rapporté Keia dans mon rapport après action. Je l'étais Keia, répondit Mara doucement. Sur papier. Cela rendait les missions suivantes plus faciles. Les femmes mortes ne sont pas scrutées. Mais vous n'êtes plus morte. Vous êtes très publiquement vivante. Cela va rendre la phase suivante compliquée. Compliquée est où nous opérons le mieux. Elle toucha le tatouage encore, le geste habituel. Unité Ombre 7 n'a jamais été sur des missions faciles. C'était sur des missions impossibles. Le genre qui requérait des gens prêts à devenir des fantômes quand nécessaire et des guerriers quand requis. Cela n'a pas changé. Reeves sirota son café. Les recrues que vous considérez, ce sont de bonnes personnes. Mais sont-elles prêtes pour ce qu'Unité Ombre 7 requiert? Personne n'est prêt jusqu'à ce qu'il survive. Vous n'étiez pas prêt cette nuit au-dessus de Damas. Je n'étais pas prête pour ma première mission. Nous sommes devenus prêts en refusant de briser quand briser était l'option la plus facile. Elle posa. Ils ont déjà été testés de façon que la plupart des opérateurs ne font jamais face. Ils ont enduré l'injustice et maintenu l'intégrité. Ils ont prouvé la capacité dans des environnements conçus pour les faire échouer. C'est la fondation. Le reste est entraînement. Quand commencez-vous le recrutement? Demain? Le travail de task force de Foster court en parallèle. Je redessinerai les protocoles d'intégration le jour, reconstruirai Unité Ombre 7 la nuit, jusqu'à ce que les 2 missions soient complètes. Ça va vous tuer. J'ai survécu à pire. Reeves rit doucement. Oui? Vous l'avez... Mais pour ce que ça vaut? Commandant, je suis content que vous ayez survécu. L'armée a besoin de gens comme vous, des gens prêts à prouver ce qui est possible plutôt qu'accepter ce qui est pratique. Après son départ, Mara resta à regarder les stagiaires. Une attira son attention, jeune femme, peut-être 20 ans, luttant à travers un parcours d'obstacles qu'il avait défaite 3 fois déjà. La 4e tentative montrait la même détermination que les précédentes. Elle n'était pas plus rapide, elle n'était pas plus forte, mais elle n'abandonnait pas. Mara prit une note mentale. Ajouter le nom à la liste de surveillance de recrutement. Unité Ombre 7 aurait besoin de gens qui comprenaient que le succès signifiait parfois se lever une fois de plus, que l'on est tombé. Des gens qui démontraient le courage non par des moments héroïques uniques, mais par un refus soutenu d'accepter la défaite. Sa tablette sonna encore. Nouveau message. Pièces encryptées trafic d'unité ombre. Tâche officielle par les canaux de Foster. Première réunion de la Task Force d'intégration programmée pour lundi prochain. Lieu, Pentagone. Participants, représentants des chefs d'état-major interarmés. Secrétaire de service. Membres du comité de supervision congressionnelle. But, présenter les findings d'évaluation et recommandations de réforme initiale. Mara sentit une familiarité serrée dans sa poitrine. Pas de peur. Anticipation. C'était un différent type de combat. Pas d'armes. Pas d'avantage tactique. Juste évidence. Argument et volonté d'affronter des gens puissants, investis dans le maintien de systèmes qui les bénéficiaient, le genre de combat qui requérait un courage différent de celui que le combat physique demandait.
Mais elle s'était préparée pour ce combat à travers des mois de documentation prudente et d'exposition délibérée à chaque biais et barrière que le système pouvait créer. L'évidence était indéniable. Les recommandations étaient défendables. L'autorité morale venait d'une expérience vécue plutôt que d'une connaissance théorique. Elle avait prouvé la capacité dans les ombres. Maintenant, elle la prouverait dans les projecteurs. Les deux missions servaient le même but: créer de l'espace pour l'excellence indépendamment de la source, retirer des barrières qui limitaient la capacité basée sur des attentes plutôt que sur l'évidence, construire des systèmes qui servaient les missions plutôt que protéger le confort. Le soleil finit de se coucher, laissant le terrain d'entraînement dans un crépuscule qui brouillait les distinctions entre jour et nuit. Mara resta à regarder les stagiaires continuer leur travail, même alors que l'obscurité approchait. Ceux qui restaient après les exigences minimales satisfaites, ceux qui poussaient au-delà de l'échec pour trouver le succès, ceux qui démontraient un potentiel qui transcendait les capacités actuelles, ceux-là étaient ceux qui construiraient l'avenir non juste d'unité Ombre 7, mais des forces d'opération spéciales intégrées qui tiraient l'excellence du pool le plus large possible plutôt que du démographique acceptable le plus étroit. L'avenir où la capacité comptait plus que l'apparence, où la performance parlait plus fort que les préconceptions, où les guerriers étaient reconnus par ce qu'ils accomplissaient plutôt que par ce que les gens assumaient qu'ils pouvaient accomplir. C'était l'héritage valant d'être construit, c'était la mission valant d'être complétée. C'était l'avenir valant d'être combattu. Et Mara Sullivan, autrefois fantôme, autrefois morte sur papier, maintenant commandant et architecte du changement, assurerait que cet avenir devienne réalité. Une politique à la fois, un recrue à la fois, une mission à la fois, jusqu'à ce que les ombres soient peuplées de guerriers qui méritaient d'y être et que la lumière les reconnaisse tous.